Précédemment, au pays du loup, le jeune Lewis montait la garde à l'étang des Tyrant-Tritri, près duquel son père avait enterré les restes d'un castor. Reynald, qui filmait des orchidées sauvages dans la plantation, s'est fait surprendre par Patte Blanche et Hiawatha. Par chance, ni l'un ni l'autre n'a manifesté de l'inquiétude. Les semaines à venir nous tiendront très occupés. Tout indique qu'en plus des loups, nous aurons le bonheur d'observer des orignaux, dont ceux fréquentant la baie des Rondouillets, nos voisins castors. Et nous sommes curieux de découvrir où s'établira Gadelle, la grosse marmotte que nous avons proclamée mascotte de notre camp de base. Depuis que nous connaissons Patte Blanche, c'est la première année que nous pouvons documenter son quotidien. Elle se déplace beaucoup pour chasser et nourrir ses petits, tout en s'assurant qu'aucun loup étranger n'a pénétré sur le territoire familial, dont la forte densité d'orignaux, de castors et d'autres proies comble les besoins des siens. Une mère de famille ayant de nombreuses responsabilités que nous admirons pour son intelligence. Et que dire de l'environnement dans lequel nous avons le privilège de la filmer? Mes parents et moi, on ne s'est jamais sentis seuls au pays du loup. Les rencontres avec la faune variaient d'un jour à l'autre, mais une constante demeurait, l'équilibre. Je pense que le monde sauvage remplissait notre âme de son harmonie originelle et que, sans nous en rendre compte, on accumulait de l'inspiration et de la paix pour le reste de notre vie.
le guet matinal nous réserve souvent des surprises, tel le retour prudent de Hiawatha à l'une de ses caches. Est-ce la présence de Patte Blanche qui l'incite à transporter les restes de ce castor en lieu sûr? Lewis respecte son père, mais à l'instar de tous les jeunes, il se montre parfois rebelle. C'est normal que Hiawatha réprime les manques d'égard envers lui. La loi des loups veut qu'il se serve le premier. Lewis doit patienter. Patte Blanche et son fils aîné auront leur tour. Malgré son excitation, Lewis sait très bien que sa mère a préséance sur lui quand vient le temps de manger les morceaux laissés par Hiawatha. En mangeant avant les autres, Hiawatha n'a pas agi par égoïsme. Une partie de son repas sera régurgitée aux louveteaux et à Commis, qui sont confinés à la tanière. Patte Blanche et Lewis sont partis dès que Hiawatha les a appelés. Quelle chance nous avons eue! En milieu forestier, ces grands carnivores se nourrissent à couvert. Et c'est difficile de les étudier. Le secteur des jeunes plantations offrait une vue dégagée qui rendait possible l'observation de leurs interactions. Mais on devait être très patient. Les trois loups savaient que nous étions en train de les regarder, embusqués dans notre véhicule, et ils s'étaient comportés naturellement. Il était donc raisonnable de penser qu'ils agiraient de la même manière en d'autres circonstances. Et c'est exactement ce qui s'est produit quand ils sont tombés sur une ours accompagnée d'oursons. Une fois ces petits en sûreté, l'ours fait face au danger.
Ça m'étonnerait que les loups s'exposent à des blessures en s'en prenant à une adversaire aussi déterminée. Face à une ours aussi combative, les loups comprennent qu'il est inutile d'insister. Les ours adultes et en santé ont la force et l'expérience nécessaires pour tenir tête à un trio de loups. En cas de problème, ils peuvent toujours se réfugier dans un arbre. Pour d'autres espèces, la fuite constitue la seule issue. Un après-midi, nous avons été témoins d'une aventure qui s'est bien terminée pour un renard. Nous sommes presque certains qu'il s'agissait de notre ami Roussel, qui ramenait une grosse marmotte à ses renardeaux. Si les loups avaient repéré le renard, ils l'auraient pris en chasse. Après ce début de saison mémorable, des pluies diluviennes nous ont tenus enfermés au camp pendant plusieurs jours. Même quand le ciel s'est dégagé, le vent a continué de souffler. Et puis, un matin, on s'est réveillé en été. Comme les conditions météo étaient de nouveau favorables, nous sommes partis en direction du marais des Tyrans-Tritri. On craignait que les pluies abondantes aient abîmé les chemins abandonnés du secteur des plantations. Mais la situation était encore pire. Un barrage de castors avait cédé et les eaux avaient emporté un ponceau. Les rongeurs avaient commencé à reconstruire la digue, mais sans équipement, nous ne pouvions pas en faire autant avec le chemin. Nous perdions l'accès à un endroit stratégique. Nous étions déçus, c'est vrai. Mais quand une porte se ferme, habituellement une autre s'ouvre. Cette année-là, quelques orignaux fréquentaient la baie des Rondouillets
où ils trouvaient de la nourriture en abondance dans les trouées résultant des coupes d'arbres effectuées par les castors depuis plusieurs années. Sans négliger les loups, il fallait prendre le temps d'observer ce qui se passait à 5 minutes du camp. La belle Clara profite du petit matin pour s'alimenter dans une clairière où poussent des platanthères dilatés et des pigamons pubescents. Les rondouillets sont de bons voisins pour cette femelle orignale qui s'arrête souvent ruminer entre le lac et la forêt. Nous ignorons pourquoi elle n'a pas de faim. Prédation printanière, fausse couche durant l'hiver, stérilité. Peu importe l'épreuve qu'elle a traversée récemment, elle vit le moment présent avec sérénité, comme de nombreux petits êtres. Pour les oiseaux et les créatures encore plus minuscules, Clara est une géante. Quel point de vue doit avoir le criquet qui mange tout près d'elle? Une goutte de rosée suffit à désaltérer l'insecte. Si elle se lève, Clara pourrait déranger ce jeune criquet en train de muer. Avant d'atteindre le stade adulte, il doit, en grandissant, se débarrasser à quelques reprises de la membrane recouvrant son corps. Clara paraît indifférente au monde complexe et merveilleux des lilliputiens qui l'entourent. Mais ce n'est pas le cas des parulines flamboyantes qui nichent à une centaine de mètres de là. Les parents nourrissent leurs oisillons d'éphémères, de chenilles et d'autres insectes. Le genre de scène que Reynald adore filmer en restant discrètement loin du nid. Pour lui, effectuer le suivi de la famille de Paruline compense la perte des tyrans tritris. Ce boisé, parsemé de trouées, a séduit Gadelle, qui s'y est établie aux grandes dames de la paruline mâle. L'oiseau a-t-il raison de s'inquiéter de sa nouvelle voisine? Sachant que la marmotte commune mange parfois des invertébrés et des oisillons se trouvant à sa portée, les bébés parulines ont intérêt à ne pas tomber du nid. Et si elle grimpait?
Maman Paruline ne semble pas s'en faire outre mesure avec Gadelle. Reynald est rassuré. Plus bas, dans la végétation, d'autres rencontres passent quasiment inaperçues. Fréquemment nommé araignée à grandes pattes, l'opilion pose souvent les pieds là où il ne faut pas. Et les créatures qu'il croise sur son chemin en savent quelque chose. Difficile d'éviter ce voisin aux pas tâtonnants. L'opilion parti, un match de boxe se prépare, version cricket. Tout s'est chichi parce que les insectes voulaient passer sur la même feuille d'iris. Finalement, je préfère de beaucoup la compagnie des rondouillets. Mes amis castors sont très actifs en cette belle matinée. L'écorce du peuplier fautrande est un régal pour les castors. Un des rondouillets vient brièvement troubler le repos de Clara. Les castors n'ont aucune crainte de la grande reine des bois. Vivre au sein de cette communauté d'animaux libres et autonomes est pour moi un immense privilège. Les nuages ont fait leur apparition au milieu de l'après-midi. Les rondouillets dorment dans leur hutte, tandis que Clara se remplit la panse.
Une fois repue, elle s'installe confortablement dans son lit préféré pour ruminer, au milieu des fougères et des platanthères. Un trouble fête est en vue. Clara déteste être importunée quand elle rumine, surtout par un blanc-bec en mal de distraction. Le jeune mâle comprend qu'il ferait mieux de se retirer. L'observation de la faune est une chose. L'interprétation de ce que nous observons en est une autre. Pour interpréter avec justesse le comportement d'un animal sauvage, il faut l'avoir observé dans son milieu naturel sur une longue période. L'orignal, son mode de vie, son langage gestuel et sonore n'ont presque plus de secret pour moi. Par contre, mon expérience avec les oiseaux n'égale pas celle que j'ai avec la plupart des mammifères. Au pays du loup, j'allais de surprise en surprise concernant les espèces sur lesquelles je n'avais jamais eu le temps ou l'occasion de me pencher. C'était le cas des pluviéquildirs. Un jour, en arrivant à notre poste de guet de la clairière du cul-de-sac, nous avons constaté que le nid était vide. Comme on ne voyait pas les parents, on croyait qu'un malheur était survenu. Alors imaginez notre étonnement, quelques semaines plus tard, quand nous avons aperçu 4 jeunes pluviers en santé en compagnie des adultes. Vous pourrez bientôt faire la connaissance de cette charmante famille. Mais avant, dans le prochain épisode, je partagerai avec vous nos premières observations d'une canne branchue, maman de 3 adorables canetons pour qui nous avons développé un profond attachement. Les loups vivront de nouvelles aventures, tandis que Reynald aura maille à partir avec un ours. Tout ça et plus encore au pays du loup. Skak me kwe be masne, kanishin ahabe.